simplification de l'usage des mini-vis. J'ai un collègue qui, par exemple, avait appliqué trop de force sur la mini-vis pour la mettre au palais. Il a perforé le sinus. Bon, il s'est retrouvé avec un procès qui lui a coûté une fortune, d'autant plus que les compagnies d'assurance ne l'ont pas couvert. Alors, c'est marrant, les compagnies d'assurance, hein, ils sont là pour collecter les polices d'assurance, mais dès qu'il y a un problème, eh bien, bizarrement, ils ne sont plus là. Donc, vous avez un espèce d'effet boule de neige. Non seulement vous perdez votre assurance, mais en plus, vous avez les problèmes qui s'en suivent. Même chose pour les banquiers. Les banquiers, ils sont prêts à vous prêter de l'argent quand vous en avez déjà. Quand vous êtes pauvre, ils sont pas là. Voilà. Et c'est vrai que ils sont plus enclins à prêter aux personnes qui ont déjà du patrimoine parce qu'ils ont peur sinon de ne pas retrouver leur argent au bout du compte. Donc ça, c'était les mini-vis. Le sujet suivant, ce sont les braquettes. On a toutes sortes de personnes dans la salle qui utilisent des braquettes. Alors, les autoligaturants, c'est rien de neuf. Ils ont commencé à être utilisés par Russell, par exemple, dès les années 30. Ensuite, c'est Ormoco qui a mis sur le marché le Edge Lock. Et puis, dans les années 80, on a eu les Forstadent avec le Mobile Lock ou le Orex Speed. Et puis en 86, on a eu l'Activa. Et puis récemment, on a eu les innovations de chez GAC, pardon, le Smart Clip de 3M, le Damon et puis le Genius. Donc de fait, il y a une évolution de ce système. Et d'ailleurs, on a deux types. On a les systèmes avec système actif et les systèmes passifs. À l'université de New York, on utilise les braquettes GAC, les innovations, parce que bon, le président avait des liens avec GAC, et donc c'est pour ça que j'imagine on utilise plutôt ces types de braquettes, qui sont des braquettes de type actif. Et il y a aussi le Time de chez American Orthodontics, qui est aussi un système actif. Après, on a les passifs. Donc, on a l'Unitec de chez 3M. On a donc les Smart Clips. On a les braquettes de chez Damon. Et puis, on a les braquettes Genius. Alors, les braquettes Innovation, ils ont comme caractéristique d'avoir donc non seulement un mode d'insertion du fil d'arc qui est particulier, mais ils ont un clapet aussi qui est assez spécifique. Donc, non seulement on va utiliser un arc NITI avec, mais c'est aussi l'activation du clapet qui est particulière, qui a une certaine souplesse. Et donc, nous traitons beaucoup de cas avec ce système actif qui permet d'obtenir des mouvements rapides. Par contre, au moment où vous devez appliquer du torque, c'est là où les choses se compliquent parce que ces volets à 35-40 grammes, on commence à avoir une distorsion. Et donc, du coup, l'application de torque, c'est compliqué. Et donc, dans certains cas, donc vous commencez à faire l'alignement, le nivelage, et puis à un moment donné, vous arrivez au stade où il vous faut appliquer du torque, et c'est là qu'on arrive un peu aux limites de ce système. Mais bon, il y a 14-15 ans de ça, j'avais été invitée par 3M Unitec. Ils m'ont même envoyé un jet pour, donc en fait, pas 10 personnes. Hein. On est allé visiter leur usine au Minnesota. Et c'était toute une affaire très, très secrète. Hein. On nous a dit, bon, c'est un système tout nouveau, essayez-le. Et bon, en tant qu'enseignant, on avait été invités, puis aussi parce qu'on était aussi des gros utilisateurs à l'époque des braquettes Clarity. Et donc, on a dû signer toutes sortes de papiers, d'accords de non-divulgation, dire qu'on garderait le secret, qu'on ne parlerait pas de ce qu'on avait vu. Et ils nous ont permis gratuitement de traiter 20 cas avec ce matériel. Donc, on a essayé le Smart Clip. Immédiatement, j'ai su qu'il allait y avoir un problème. Donc, ils nous ont envoyé les braquettes ainsi que des outils supplémentaires. Alors, des outils pour insérer l'arc, des outils pour
déposer l'arc. Et on se dit, mais pourquoi il faut des outils particuliers pour insérer un arc et pour ensuite le désengager? Pourquoi on a tout ce kit d'outils qui vient avec le matériel? Et puis, on s'est rendu compte que ces outils ne suffisent même pas pour insérer, que ce soit pour insérer ou pour déposer l'arc, le volet ne s'ouvre tout simplement pas. Donc, on a rapporté ce problème, on a dit ça marche pas très bien, il faut faire quelque chose au niveau de votre système, qu'est-ce qu'on peut faire? On a donc notre arc qui est rectangulaire, qui se trouve complètement coincé dans la gorge, et après, quand on tire un petit peu trop, on dépose tout le bracket. Alors certains ont dit, bon, peut-être qu'on va arrondir les angles, littéralement, de cet arc rectangulaire. Et on s'est dit, non, bon, alors, ce n'est pas la solution non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, 3M? Ils nous ont dit, eh bien, écoutez, on va vous vendre un arc différent, un arc rectangulaire aux angles arrondis. Et vous voyez aussi un peu où c'est que je veux en venir. Si vous voulez améliorer votre pratique, la vitesse, l'efficience de votre cabinet, vous n'allez pas aller acheter un système qui nécessite que vous achetiez ensuite des outils particuliers, que vous changiez vos arcs, etc., etc. Là, vous voyez, on avait, au lieu que ce soit le système qui s'adapte à nous, on devait s'adapter au système. Ça, c'était une catastrophe, ça ne marchait absolument pas. Donc, globalement, les avantages de ces arcs ici, c'est bien sûr le fait qu'on a peu de friction, qu'on a une force qui est interactive, qu'on n'a pas besoin de faire de religature, il n'y a pas de décoloration ou de perte du O-ring, on a une meilleure esthétique parce qu'on a un bracket en céramique, on a des dents qui bougent plus rapidement au début en tout cas, et puis temps de traitement plus court avec des points d'interrogation quand même. Bon, mais les inconvénients, vous voyez, sont nombreux aussi. C'est difficile à positionner, ils sont plus gros. On a le problème donc du clapet, le clapet qui se coince, qui se casse, qui fait sauter le bracket, et il coûte plus cher. Néanmoins, comme quelqu'un l'a mentionné ce matin, le matériel ne représente que 12% des coûts de votre cabinet. Alors, c'est quand même 12%, pourriez-vous me dire. Donc, si on peut optimiser, c'est toujours bien. Alors, qu'en est-il maintenant des brackets Genius? Est-ce que quelqu'un peut, s'il vous plaît, appuyer sur le bouton pour lancer la vidéo? Vous voyez pas la petite flèche? Normalement, vous avez une flèche qui vous permet de lancer la vidéo. Ah bah tant pis. C'est une vidéo de 20 secondes, en fait, qui vous montre la facilité qu'il y a à ouvrir le clapet. Et l'autre vidéo, ça vous montrait comment il était facile de le refermer. Bon, tant pis, on ne le voit pas. Mais vous allez vous servir d'un détartreur, hein, tout simplement, qui va vous permettre d'ouvrir et de fermer le clapet sans aucune difficulté. Donc, je me sers simplement d'une petite sonde comme ça. C'est super simple, super facile. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers pour utiliser ces auto-ligaturants. Alors, parlons maintenant de l'efficacité de ces autoligaturants passifs. Alors, on est sur du vrai sans friction. Ça vous permet d'appliquer du torque en fin de traitement. Ce jeune patient, son problème principal, évidemment, c'est que ses dents ressortaient, si vous voulez. Il est en bipro-alvéoli. Et donc, on a commencé son traitement. On avait aussi un encombrement. Là, on est à 10 mois après les extractions, parce qu'on a choisi de faire les extractions. À ce stade-là, on avait déjà refermé la majorité du site d'extraction, et la place avait été faite pour les canines. Ça, c'était... Donc, on était à 12 mois après le début du traitement. Et on voit vraiment l'intérêt de cet autoligaturant passif. Vous voyez la rapidité à laquelle on arrive à déplacer les dents. Alors maintenant, on peut lancer une discussion. Est-ce que ces brackets deviennent une véritable alternative au twin, au bracket twin? Alors, les fabricants vont vous dire que ça augmente le confort du patient et par conséquent son observance, qu'on va avoir une meilleure hygiène bucco-dentaire, qu'on va réduire la fatigue du matériel, qu'on va avoir une plus grande facilité à changer les arcs, qu'on va passer moins de temps au fauteuil. Est-ce qu'on a des preuves de toutes ces choses que nous avancent les fabricants? L'amélioration
l'amélioration du patient, du confort du patient, bon, point d'interrogation. Je pense que le patient, il s'en fout un peu, hein, que ce soit du l'autoligaturant ou non. Est-ce que ça augmente la coopération? Je ne sais pas. L'acceptation? Je ne sais pas. Ils ne viennent pas vous voir parce que vous mettez de l'auto-ligaturant. Ils viennent vous voir si vous avez une visa airline. Ça, peut-être que c'est un argument marketing. Mais dire que vous avez des autoligaturants, c'est jamais ça qui vous a ramené des patients. C'est le bracket autoligaturant, et d'ailleurs les fabricants axent leur communication sur nous, les orthos, pas sur le patient. Est-ce que ça améliore l'hygiène bucco-dentaire? Je pense que oui. Que ça décroît la fatigue du matériel? Oui. Que les arcs sont plus faciles à changer? Oui, parce que certaines fois d'ailleurs on change rien du tout. Moins de temps au fauteuil? Oui. Durée de traitement plus courte parce qu'il y a moins de friction et des forces plus légères qui sont appliquées? Réponse oui. Ici, c'est une revue de la littérature à laquelle je me suis prêtée. Et vous voyez les études qui ont porté sur les autoligaturants versus les twins. Et donc, on avait ici 58 patients qui avaient été répartis en différents groupes et certains étaient traités donc avec des smart clips. L'arc initial, c'était un 0,14 en cuivre nickel titanium. L'arc suivant, vous les avez ici. Donc, vous avez la séquence de traitement. Eh bien, quels étaient les résultats? C'est que les braquettes autoligaturantes n'étaient pas plus efficaces que les twins à réduire la durée de traitement. Néanmoins, il mettait en évidence des difficultés à finir les cas avec les autoligaturants parce que, comme on l'a déjà mentionné, c'est l'application du torque en fin de traitement qui est compliquée. Et néanmoins, il mettait en évidence un avantage des autoligaturants passifs versus les autoligaturants actifs. Donc, au final, leur conclusion, c'était ça. C'était que, de manière générale, les systèmes autoligaturants montrent moins de friction au niveau des phases initiales de nivellement et d'alignage que, en particulier, quand on utilise des arcs de petit diamètre. Et par conséquent, on permet d'améliorer l'encombrement plus rapidement. Par contre, quand on utilise des arcs plus gros, S22 et plus, pour faire le torque et la finition, eh bien, il n'y a pas de différence entre les autoligaturants et les braquettes conventionnelles. En fait, il en obtient plus de difficultés avec les autoligaturants actifs parce qu'il faut au moins 40 grammes d'activation. Alors du coup, au regard de ces conclusions, est-ce que ça valait encore la peine de passer d'un système conventionnel à un système autoligaturant? Non, car vous risquez d'être confronté à plus de problèmes que de solutions. Alors, pour ce qui est des braquettes transparents, il y a des avantages, notamment au plan esthétique. Et le système Genius, là encore, je serais totalement en faveur d'un switch parce que ce sont des systèmes passifs. Qu'en est-il des braquettes linguaux, pardon. Alors, je peux m'abstenir pratiquement de vous en entretenir puisque le docteur Filion nous a déjà fait une excellente conférence ce matin. Alors, j'ai quelques diapos sur certains braquettes lingots des Unitech qui rendent les choses quand même très compliquées. Et je pense que cela ne vaut pas la peine de se soumettre à un tel niveau de difficulté, que ce soit au niveau du setup, de l'impression, etc. Bon, c'est des braquettes de 4e génération, mais si vous, par malheur, vous en perdez un, vous devez attendre 3 semaines qu'on vous en livre un autre. Donc, voici ici les spécialistes de l'orthodontie linguale, le docteur Nicolet, le docteur Filion, le docteur Takemoto et le docteur Scuso. Vous les connaissez tous, certainement. Vous les avez tous déjà entendus au moins une fois. Le docteur Scuso est toujours chez Ormco, mais j'ai entendu dire que Ormco, ils ont changé la gestion de l'entreprise. Maintenant, ils sont cotés en bourse et il y a de plus en plus de monde qui a quitté le navire. Donc, ce qu'ils produisent, il y a toujours les technologies et les philosophies des gens qui ont quitté justement l'entreprise.
ils dépensent 10% de leurs bénéfices en recherche et développement, contre beaucoup plus chez un certain nombre de leurs concurrents. Je pense que l'argent le mieux investi, justement, c'est l'argent investi en recherche et développement, parce que c'est ça qui va améliorer le niveau de sophistication de votre matériel. Ça vaut pour les braquettes, mais à peu près pour n'importe quelle entreprise. You still have a very French accent. Et bon, il a toujours un accent français quand il parle anglais, mais il m'a dit quelques mots. Mais c'est un grand monsieur. Prochaine fois, il faudrait l'inviter, Charlie, ce serait une idée. Alors, quoi de nouveau avec les fils? Voilà un peu l'histoire des fils d'arc. Il y a un petit prix à la fin. Les tendances actuelles concernant les fils. Il faut une basse friction, donc il y a des revêtements sur les fils, des forces très légères, comme l'a dit l'orateur précédent. Il faut qu'il remplisse la taille du slot le plus rapidement possible. Il faut introduire du torque, des mouvements de troisième ordre, le plus tôt possible. Et il faut une force variable en fonction de la température à l'intérieur de la bouche. Il faut une force différentielle progressive entre la partie antérieure et postérieure. Et surtout, moins de fils utilisés pour réduire la durée totale du traitement. Bioforce, c'est l'un des fils les plus avancés. Il y a différents systèmes sur un seul fil antérieur, intermédiaire et postérieur. En fait, le fil n'est pas du tout de la même souplesse dans toutes les régions. On peut ainsi insérer le fil très tôt dans les torques. Ça donne la rigidité là où on en aura besoin, en particulier dans la partie postérieure, avec moins d'effets secondaires comme l'inclinaison, l'évasement ou la rotation des molaires. C'est le fil idéal le meilleur que vous puissiez avoir à l'heure actuelle. Il est cher, évidemment. En 2000, nous avons publié un article selon lequel, en utilisant un fil nickel-titane thermosensible, en l'appliquant à des mouvements assez difficiles, mais des choses qu'on rencontre tous les jours dans nos cabinets. Ici, par exemple, dans cette diapositive, vous voyez en bas à droite la première molaire inférieure droite qui est inclinée, et la molaire supérieure vient en fait frapper la surface vestibulaire de cette molaire qui est inclinée. Donc nous insérons le fil d'arc de cette manière, en faisant sortir un côté, et ensuite on le tourne à 180 degrés. Ainsi, la molaire, elle va suivre le fil et elle va se redresser en 6 à 9 semaines, pas plus. « 18 par 25. » Ah oui, il faut qu'il soit rectangulaire. Avec un rond, ça ne marchera pas. C'est un torque à 180 degrés. Après, je pourrais faire une conférence d'1 heure rien que là-dessus, sur les mesures, des forces, le torque, etc. Mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps aujourd'hui. Donc, je vous donne évidemment un peu un apéritif. Si vous voulez la suite, il faut m'écrire. Et je vous enverrai le fichier sous format PDF. Je vous enverrai la présentation complète sur ce sujet. Et envoyez-moi un email, n'hésitez pas. Ou bien vous m'invitez encore une fois l'année prochaine. Comme ça, je peux. Vous me dites ce que vous voulez savoir, ce que vous n'avez pas eu aujourd'hui. Et puis j'amène avec moi mon collègue qui fait de la recherche. Sur les perforations, les micro-ostéoperforations et des trucs dans le genre. Donc le résultat, dans ce cas particulier, on a redressé la molaire. Avant que cette technique n'existe, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait demander aux patients de porter des élastiques croisés, mettre une attache linguale, un bracket lingual et croiser les élastiques. Ou bien il fallait torquer le fil et revoir le patient tous les 15 jours pour augmenter de 10 degrés. C'était très chronophage et souvent il y avait des problèmes. Alors que là, avec ce torque à 180 degrés, avec un fil thermosensible, ça marche à coup sûr, à tous les coups. Quel est le risque? Quand
quand un patient disparaît pendant 9 mois ou 12 mois, ouais, il y a un risque de surcorrection. Et à un moment donné, on va perforer l'os cortical, la racine va perforer l'os cortical de l'autre côté. Donc là, il faut quand même que vous rappeliez au patient de venir à son rendez-vous. Et s'il ne se manifeste pas, c'est à vous de le contacter. Sinon, malheureusement, il y aura un effet secondaire indésirable. Mais c'est le seul danger. Sinon, je peux vous garantir que ça marche à tous les coups. Un autre cas. Ce cas m'a été adressé par un autre orthodontiste. La mère de ce patient est dentiste elle-même. Et elle m'a été adressée par le chirurgien maxillofacial qui voulait extraire la deuxième molaire. Alors, il savait que moi, je fais un peu des trucs de dingue de temps en temps. Donc, il m'a dit, bah, essaye de voir si tu peux faire autrement et qu'on n'ait pas besoin d'extraire la molaire. Et donc, on a mis un torque de 180 degrés sur la molaire et on l'a sauvée. Et ce qui est splendide ici, surtout, c'est qu'il n'y a même pas besoin de mettre une bague. Hein. Vous collez un petit tube et c'est fait. Si vous devez ouvrir un peu l'occlusion, bah, vous mettez une petite cale de l'autre côté et puis voilà. Ça va plus vite. Un autre cas, avec un articulé croisé, vestibulaire. Alors là, à ce moment-là, vous mettez le fil et vous le tournez comment? Par là, vers le menton ou vers le nez? Vers le menton. Il faut toujours suivre le fil d'arc. Ne réfléchissez pas trop. La dent va suivre le fil d'arc. Il y a des forces qui s'exercent et qui déplacent la dent. Et au fur et à mesure que le fil va libérer sa force parce que vous l'avez tourné, eh bien c'est ça qui va déplacer la dent. Ça a pris 4 mois là en l'occurrence, mais ça a corrigé. On essaye d'appliquer la même idée à un torque antérieur. On met le fil comme ça. Et on peut littéralement le tourner à 180 degrés et le passer derrière la tête. Et on a présenté ce cas à la réunion du FDI à Bangkok il y a quelques années. Un autre sujet sur lequel nous travaillons à l'heure actuelle aussi, nous avons une deuxième et troisième molaire incluses. Les troisièmes molaires ont été extraites, mais les deuxième molaires, tout ce qu'il fallait faire, c'était coller un tube en position transversale, où on peut, soit sur la surface distale, soit sur la surface occlusale, là où on peut. Et ensuite, on met le fil là, comme ça, et on le tourne avec un torque de 180 degrés. Et on redresse la molaire très facilement. Regardez. On colle un tube en position transversale, on insère le fil et on le tourne. Bon, malheureusement, je n'ai pas la dernière diapositive, je l'attends toujours. Prochaine technologie, le CBCT, le Cone Beam. Le ICAT a été le premier. C'est très cher. Au départ, ça coûtait 200 000 $, un Cone Beam. Après, ça valait la peine parce que les images étaient somptueuses. Après, il y a eu plein de mécas, Promax 3D. L'intérêt, c'était qu'on pouvait l'acheter en morceaux. D'abord, au départ, une panneau 2D, et puis on faisait évoluer la machine, en fait, et on pouvait la transformer en CBCT en changeant le programme et en changeant la tête. Donc, vous n'étiez pas obligé d'investir tout en une seule fois. On pouvait acheter progressivement plusieurs morceaux. Voilà la dernière version du Cone Beam plein de méca, le Viso G5, avec une caméra intégrée. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent? Si vous êtes un chirurgien maxillofacial ou si vous posez des implants, oui, bien sûr, sans hésiter. Pour un orthodontiste,
Vous allez avoir un cas sur 100 avec des canines incluses et vous voulez savoir exactement où est la canine incluse. Bah, moi, je l'envoie chez le chirurgien au coin de la rue et il va me facturer 200 $ pour un cone-beam. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas de cone-beam. Quelles sont les procédures qui tirent profit du CBCT? Parce que si vous prenez cette décision, vous allez devoir payer pour l'appareil, mais aussi dépenser de l'argent pour changer d'ordinateur, pour mettre votre ordinateur au niveau, parce que vous n'aurez plus suffisamment de capacité de mémoire dans un ordinateur courant. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une limite au nombre de photos 3D qu'on peut télécharger en une seule journée. Parce qu'ils ont eu 2 crashs avec la société de logiciels qui traitait les images. Et c'était parce qu'en fait, trop de gens avaient téléchargé leurs données 3D en même temps et l'appareil, enfin le serveur a été surchargé. Donc maintenant, on ne peut télécharger qu'un fichier toutes les heures. C'est une question de sécurité. Voilà ma fille et ma nièce. Alors, sur quoi est-ce que je dois investir mon argent? Une Lamborghini ou une CBCT? La Lamborghini, elle vaut 250 000 et alors qu'à une époque, elle coûtait 200 000, donc le prix a augmenté, alors que le cone-beam, le prix a baissé. Il est à 150 au lieu de 200. On a aussi ce type de machine de lumière plasma qui permet de raccourcir le temps de polymérisation de 20 secondes à 3 secondes. En 3 secondes, vous allez polymériser tous vos braquettes. C'est une super idée. Ça me fait gagner du temps. Surtout quand un patient revient parce qu'il a perdu un braquette et qu'il faut lui remettre en urgence. En 30 secondes, c'est fait. J'en ai acheté 7. Ça m'a coûté 4 500 $. C'est vendu par 3M Air Technique. Enfin, c'est vendu par 3M, mais c'est fabriqué par Air Technique. C'est une société qui fait des pompes, des tas de machines. Ils sont basés à Long Island, à New York. Et encore une fois, je me suis demandé, est-ce que je m'achète une Rolex ou est-ce que je m'achète les lumières plasma pour polymériser? Bon, finalement, j'ai pris la lumière plasma et je dois dire que ça m'a servi au cabinet. Après, la Rolex, je l'ai achetée, mais 2 ans plus tard. Le problème avec ces technologies, c'est 90% de mes machines à lumière plasmatique, la source d'énergie s'est cassée et personne ne les répare. En fait, ils me disent non, mais ça coûte plus cher de remplacer la machine et il vaut mieux acheter la machine portable. Donc à une époque, c'était à la mode, sauf que personne n'a suivi et maintenant, c'est presque du consommable. On les met à la poubelle dès qu'elles se cassent. J'ai un système qui mesure les lumières tous les matins. Mon assistante vérifie la force, la puissance de la lumière de polymérisation tous les matins parce que je ne veux pas que ça pose des problèmes au niveau des braquettes et que les braquettes explosent et sortent de la bouche des patients. Il faut que j'ai une lumière bien calibrée. Et la machine chez 3M est équipée d'un système de mesure. Chaque fois que vous enclenchez l'appareil, ça mesure la puissance de la lumière. Donc ça, c'est très, très important qu'il faut absolument vérifier. Il faut demander à l'assistante tous les matins de vérifier la puissance des lumières de polymérisation, des lampes de polymérisation. Enfin, Invisalign Nuclear Correct, les aligneurs. Ça a été une avancée en 2002. Quand Invisalign est arrivé sur le marché, j'étais très sceptique. J'avais même peur d'essayer. Moi, j'étais assez content de poser des braquettes, mais ils m'ont tellement stimulé que j'ai commencé à essayer. Et puis, après, quelques années plus tard, ils ont envahi le marché et j'ai acheté des actions à 12 $ et je les ai revendues à 18. Donc, j'étais ravie de mon investissement. Aujourd'hui, ils sont à 400 $. Enfin, ils sont montés à 400 $ et ils sont redescendus à 170, si j'ai bien lu la dernière fois. Donc, les actions font un petit peu la balançoire.
Les sélections de cas, c'est bien pour les petits encombrements, les fermetures d'espace. Il y a des cas dans les patients qui ont beaucoup de couronnes de facettes. On n'a pas trop envie de mettre des braquettes sur des facettes. Et puis, on n'a pas envie non plus de travailler sur de la céramique. Mais à l'époque, au départ, c'était vraiment pas adapté les aligneurs pour des cas d'extraction, pour des cas difficiles avec des mouvements importants et avec le risque de provoquer des inclinaisons excessives. Ça a été présenté par Dr. Kyoke. Invisalign a beaucoup dépensé sur la recherche et le développement. 5 à 6 millions de dollars par an en recherche et développement. Et je dois dire que bon, ils étaient soutenus par la bourse, donc ils étaient cotés en bourse et ils avaient les moyens. Mais l'enquête a révélé que 20 à 30% des patients portaient des gouttières Invisalign. Eux, ils voulaient arriver à 60%. C'était ça leur objectif. Et j'ai parlé avec le PDG d'Invisalign, Joe Hogan, qui auparavant était PDG d'une société financière. Donc c'est un financier. Lui, les aligneurs, c'est pas vraiment son problème. Mais au départ, il a commencé à travailler uniquement auprès des orthodontistes. Et en fait, les omnipraticiens l'ont attaqué en disant « Pourquoi vous ne nous en vendez pas à nous ?» Et en fait, c'était exactement ce qu'ils recherchaient. C'était un coup médiatique. Ils voulaient que les omnipraticiens se mettent eux aussi à faire de l'orthodontie. Et aujourd'hui, les dentistes spécialisés avec les enfants ou bien les omnipraticiens veulent utiliser des Invisalign. Et c'est exactement ce qu'ils souhaitaient. Et il a organisé des conférences pendant lesquelles il sépare. C'est-à-dire qu'un an, c'est les orthodontistes, un an, c'est les omnipraticiens. Et un an sur deux, il nous invite à Las Vegas pour faire un énorme congrès avec 12 000 participants. Donc c'est un an sur deux. Un an les orthodontistes, un an les omnipraticiens. Et il dit devant le public, ah oui, mais c'est pas du tout la même chose. Il leur tient des propos très différents selon le public, même ce qu'il leur fait voir sur le plan technique est différent. Et depuis que les nouveaux taquets sont sortis, G5, G6, G7, avec des logiciels, j'ai commencé à traiter des cas plus compliqués. Voilà l'un des tout premiers cas que j'ai traités. Bon, après, c'est un encombrement vraiment très, très léger. On a utilisé Invisalign pendant quelques mois. Classe 1. Ensuite, je me suis lancée dans des cas plus difficiles, adultes, classe 3, avec une déviation mandibulaire, articulé croisé. Par contre, un patient très, très, très coopératif, et ça, évidemment, ça fait toute la différence. Il faut absolument que les patients portent les aligneurs. Et j'ai ajouté des élastiques de classe 3. Et je dois dire que ce patient est extrêmement coopératif. Il porte ses élastiques. Et ça a marché. Donc, la sélection de cas est importante. Après, il faut avoir un scanner, comme on l'a dit ce matin. Et le clean check, il faut s'en occuper. Il faut être attentif. Les dispositifs vibration et éventuellement les solutions de nettoyage. Tout ça, ça doit être intégré dans le traitement des cas par aligneur. Vous remarquerez la très légère ouverture de l'occlusion en partie postérieure. C'est quelque chose que l'on observe très fréquemment dans les traitements par Invisalign. On peut éventuellement améliorer ça en faisant une petite découpe et en mettant un élastique vertical pour terminer le cas, ou bien on peut retirer les aligneurs pour laisser le cas se stabiliser. En règle générale, ça se résout spontanément. Donc, au départ, on avait 57 aligneurs. Je dois dire que c'est un des cas avec le plus grand nombre d'aligneurs que j'ai jamais traité, plus 24 aligneurs de finition pour la première série de finition. Donc, au total, je suis à 22 mois, un peu moins de 2 ans.
Mais ça a marché. Maintenant, je remplace les aligneurs toutes les semaines. Avant, à un moment donné, c'était 10 jours, puis 8 jours. Maintenant, c'est une fois par semaine. 18 mois après le traitement. Regardez l'occlusion. Ça va mieux. Il y a une toujours très légère infraclusion, mais ça va se résoudre petit à petit, ça descend. Sélection du cas, coopération du patient, clean check, système de vibration, hygiène bucco-dentaire avec un bon produit de nettoyage. C'est ça qui garantit le succès. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un sommet à Las Vegas tous les 2 ans. Je voudrais vous parler de la société d'ailleurs. Sur le plan éthique, ça laisse à désirer, hein, parce que il y a quelques années, je prenais encore des empreintes. Ils ont commencé à rejeter mes empreintes. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Même patient, j'ai pris 3 empreintes. Ça a pris 2 semaines à faire circuler mon empreinte. Et à chaque fois, ils me disent « Non, c'est pas tout à fait ça, il faut les refaire. » Et au bout de 3 empreintes, j'ai dit « Non, mais désolé, je prends des empreintes depuis 25 ans, c'est pas vous qui allez m'apprendre, j'arrête. » Je vous signe ce que vous voulez. Je vous signe une décharge. Si les aligneurs ne sont pas bien ajustés, j'en prends la responsabilité, mais ça suffit. Et j'ai appelé un collègue et je lui ai dit, t'as eu le même problème? Et il m'a dit, ouais, moi aussi, ils m'ont rejeté mes empreintes. Et j'en ai appelé un autre, et puis un autre, et à chaque fois la même réponse. On était 6 ou 7 orthodontistes dans mon voisinage pour lesquels ils ont rejeté les empreintes. Et j'ai demandé aux autres, mais vous avez un scanner? Ils m'ont dit non. En fait, c'était parce qu'ils voulaient nous vendre un scanner. C'était incroyable sur le plan éthique. C'est vraiment... Ben oui, Itero a été fondé par une société israélienne à Tel Aviv. Et ils ne voulaient plus leur donner d'argent. Donc, ils ont dit, on vous achète, combien vous valez? Et ils ont racheté Itero et ils ont commencé à refuser les empreintes qui étaient envoyées par les orthodontistes pour essayer de leur vendre des Itero. Évidemment, les grandes sociétés peuvent se permettre de faire ça. Microsoft, Google. Il y a des lois anti-cartel, mais les Français viennent de gagner un procès contre Google et Microsoft. Ils leur ont fait cracher des millions de dollars de pénalités. À l'époque, Invisalign était le seul acteur sur le marché. Mais il y a un gars qui les a quittés et qui a créé sa propre société et ils l'ont attaqué. Mais bon, et puis ClearCorrect, c'est pareil, ils l'ont attaqué aussi. De toute façon, ils déposent un brevet tous les ans. Donc, certains de leurs brevets tombent dans le domaine public, mais ils en ont toujours un autre qui prend le relais. Donc, c'est difficile de les démonter parce qu'ils trouvent toujours une façon de bloquer. Ils vous disent, vous n'avez pas le droit de mettre les numéros sur l'équivalent du clean check. Ils trouvent toujours une façon d'empêcher les autres de travailler de la même manière. Ils ont l'argent pour ça, ils ont les finances, ils font ce qu'ils veulent. Comme Microsoft, comme Google. Et ils veulent garder le monopole. Et effectivement, Itero, c'est un bon scanner. J'en ai même acheté un, enfin le Element 1. Maintenant, il y a le Element 2 qui est sorti et ils voudraient me reprendre mon Element 1 et me vendre le nouveau. À l'époque, le premier, je l'avais payé 33 000 quand même. D'ailleurs, maintenant, il est plus petit, il est portable, donc vous pouvez vous déplacer d'une salle à l'autre. Bon, la tête, elle est un petit peu volumineuse, pas très confortable dans la bouche du patient. Il y a d'autres sociétés qui fabriquent des scanners. Il y a le TreeShape qui fait le Trios, qui est plus petit. La tête est plus petite, c'est beaucoup plus agréable pour le patient. Par contre, je vais vous dire un truc. Invisalign les a rejetés. Ils disent on ne veut pas recevoir les fichiers d'empreintes des autres scanners. On ne veut que les Itero. C'est une façon de gérer, d'empêcher les autres d'exister dans le système.
J'espère que Charlie, que vous arriverez, vous, à mettre un pied dans la porte, que vous pourrez utiliser n'importe quel scanner, que vous leur enverrez vos fichiers STL et que un jour, vous aurez même vos propres imprimantes. Je suis sûre que Charlie serait ravi de vous vendre une imprimante. Ils font tout ça. Et de toute façon, la tendance, elle est là et elle ne va pas s'en aller. À un moment donné, c'est comme un tsunami qui va nous envahir. Il faut se préparer. Bon, moi, j'ai un certain âge, j'ai 61 ans, et quand j'apprenais l'orthodontie, je devais terminer 6 cas pour avoir mon certificat. Et ça, c'était dans les années 80. Donc, d'aller des fils pliés au fil d'arc droit, c'est ça l'évolution. Et puis la linguale, et puis je suis passée par toutes ces étapes. J'ai fait de la linguale aussi, et puis les brackets twin et les SLB, enfin les autoligaturants, et puis les aligneurs. Je suis passée par toutes les étapes. Et j'aimerais vous dire ce qui fonctionne et ce qui est sûr. Évaluer ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter. Axer les dents. Il y a quelques années, ils avaient le vent en poupe. Un peu comme Gucci. Et les marques de luxe. Et d'un seul coup, une année, les pantalons cigarettes sont à la mode. Et l'année d'après, c'est les pattes d'éléphant. C'est pareil. Il faut suivre la mode. Si vous voulez suivre la mode, il faut changer de taille de pantalon. Mais en orthodontie aussi, si vous payez 7 500 $ pour acheter cet appareil et puis en fait vous êtes 150 $ et vous le jetez à la poubelle, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. En 2016, conférence de l'AAO, il y avait 4 orateurs indépendants provenant d'instituts indépendants qui ont fait une étude sur les systèmes vibratoires par rapport à l'accélération du mouvement des dents, et la conclusion était que ça ne fonctionnait pas. Et en fait, ils avaient été payés par Accélédent pour faire la recherche. Et Accélédent leur a envoyé tout l'équipement, et malgré tout, ils ont dit « bah non, ça ne fonctionne pas ». Et dans un cas ou deux, ça a même ralenti le mouvement des dents si on l'utilisait de façon excessive. Il y a un seul orateur qui a dit « ça marche ». Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il l'avait utilisé avec des aligneurs, pas avec des braquettes. Ça n'a rien à faire avec avec les modifications biologiques. C'est que ça, en fait, ça positionne mieux l'aligneur sur les dents. Donc pourquoi dépenser 750 $ pour acheter un appareil qui ne va rien vous donner de plus? Il faut simplement faire l'effort de positionner les aligneurs correctement. Par exemple, en demandant aux patients de mordre comme cela sur un bâtonnet. Ça, c'est une société qui fait un appareil qui coûte pas cher et qui s'appelle Fast Track et qui coûte à peu près 1/10 du prix d'Accélédent. Et ça marche tout aussi bien. Ça, c'est bien pour les patients qui changent leurs aligneurs toutes les semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Parce que du coup, pendant un jour ou deux, ça leur permet de faire bien pénétrer, de mettre l'aligneur à sa place plus rapidement. Mais il n'y a aucune modification sur le plan biologique. Si vous appliquez la vibration pendant plus de 10 minutes, en réalité, sur le plan biologique, ça fait ce que font les astronautes qui utilisent les systèmes vibratoires dans l'espace. Ils se mettent sur des plaques vibrantes pour essayer de lutter contre l'ostéoporose. Et si vous utilisez trop les systèmes de vibration, vous allez avoir des os d'une densité excessive et les dents vont se déplacer encore moins vite. Donc, quand vous donnez l'appareil au patient, dites-lui 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, pas plus. So this simple device uses
Donc, ce petit dispositif ici, il n'a pas besoin de pile. Il ne coûte pas cher. Vous pouvez le mettre dans la poche ou dans le sac et vous l'utilisez quand vous voulez. Il est connu de tous. Ici, c'est un dispositif de nettoyage qu'on voit un petit peu partout. On l'a vu sur CBS, on l'a vu chez Amazon aussi, Walmart aussi, Walmart en parle. Donc rien d'autre qu'un produit que vous mettez dans une gouttière. Ça nettoie la gouttière et ça blanchit un petit peu les dents. Donc on a moins de 4% de peroxyde d'hydrogène. C'est vendu à 19,99 € sur CBS et puis dans les parapharmacies américaines. Les patients adorent. Quand ils commencent à utiliser, ils continuent, si vous voulez, ça leur plaît. Et Invisalign va vous donner des petits cristaux de nettoyage quand ils vous remettent vos premières gouttières. Donc les petits cristaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les dissoudre dans un verre d'eau et il faut laisser les gouttières pendant 8 heures pour les nettoyer. Pendant que vous dormez, par exemple. C'est totalement contre-productif parce que les gouttières, elles marchent quand elles sont en bouche, pas quand elles sont dans le gobelet en train d'être nettoyées avec les cristaux. Donc, vous savez, c'est évidemment que les patients, du coup, préfèrent mettre un produit dans la gouttière et porter la gouttière en même temps. Vous avez ici le docteur Sandra Tai, qui est une experte en Invisalign. Elle est à l'université de Vancouver. C'est l'une des meilleures praticiennes que je connaisse, très bonne enseignante aussi. Et elle traite ces cas avec des aligneurs, des cas difficiles, des cas de béance, des cas avec extraction, des cas chirurgicaux en pré-chirurgie. Et elle utilise exclusivement des aligneurs plutôt que de braquettes. Je vous la recommande vivement. Pareil, le professeur Profit aussi sont des personnes que je recommande pour tout ce qui est technologie des aligneurs. Le professeur Profit, donc, a travaillé après sa retraite en tant que consultant. Pour ce qui est de l'avenir de l'orthodontie, on connaît un certain nombre de fondamentaux de la biologie. Et dans sa recherche, le professeur Profit a étudié ce qui se passait au pan biologique. Donc ça, c'est la cascade des événements qui sous-tendent le mouvement dentaire. À la première seconde, après l'application d'une forme, on a le fluide, le liquide du ligament parodontal qui est incompressible. Ensuite, on a l'os alvéolaire qui fléchit. On a un signal piézoélectrique. Vous avez ensuite la cascade de ces événements ici qui sont décrits. Vous avez la libération de cytokines et un certain nombre de médiateurs. Là, on est déjà à l'ordre de la minute, c'est-à-dire après un certain nombre, une soixantaine de secondes. Donc, la force est optimale. On a une meilleure irrigation sanguine. On a une modification des échanges oxygène-CO2. Et, comme je vous le disais, ou libération de prostaglandine et de cytokines. Au bout de 4 heures, on a les messagers chimiques, donc les cytokines et les prostaglandines, qui vont avoir un impact sur l'activité cellulaire. Et on va avoir une augmentation du niveau enzymatique. Au bout de 2 jours, on a le début du mouvement des dents qui se fait jour. Ça, c'est ce qui se passe si on applique des forces légères. En revanche, si on applique des forces plus importantes, eh bien, dans la région parodontale, au niveau du desmodonte, on a l'irrigation sanguine qui est empêchée. On a un début d'apoptose. On a une nécrose qui commence. Et par conséquent, que fait l'os? Il essaie que fait le corps? Il essaie de lutter contre ce phénomène. On a une procédure de réparation. On a des lacunes qui se forment, mais on n'a plus d'activité des ostéoblastes et des ostéoclastes. Et du coup, ça ralentit votre mouvement dentaire à cause du tissu cicatriciel. Ces fameuses lacunes, ces petits cratères, comme on voit à la surface de la Lune, eh bien, on a ces lacunes qui se forment et qui vont venir empêcher le mouvement dentaire d'une part et induire une résorption osseuse. Et puis, au bout de 7 à 14 jours, on voit que la lamina dura va disparaître en périphérie des zones qui ont été compressées. Et puis, les dents
reprennent leur mouvement. Donc, comme on l'a montré tout à l'heure, on a un mouvement qui commence, puis qui stoppe et qui reprend, mais qui reprend pas avec la même activité. C'est un espèce de mouvement, si vous voulez, par saccade, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, puis un arrêt, puis un mouvement, etc. Donc au final, c'est quoi qui était si compliqué que ça? Pas grand-chose. Il faut appliquer la force optimale, réduire la friction en utilisant les nouveaux dispositifs, potentiellement les nouveaux arcs. Peut-être tirer parti de certaines interventions pharmacologiques. Est-ce qu'il y a des médicaments qui ont un impact sur le mouvement dentaire? Par exemple, en injectant des prostaglandines en espérant que les dents bougent plus vite. Il y a des études sur la question, mais pour l'instant, on n'a pas de résultats qui corroborent l'injection qui va vous coûter des centaines de dollars. Et on n'a pas encore prouvé que l'injection de prostaglandines puisse être de nature à améliorer le mouvement dentaire. Alors, tout le monde sait que l'aspirine passe dans les tubules dentinaires, que ça va ralentir. Alors, ça prévient l'inflammation. Mais alors, on a besoin d'inflammation, justement, pour accélérer le mouvement dentaire. Donc, si on évite l'inflammation, ça va pas être extraordinaire. Donc, on sait qu'il vaut plutôt utiliser du paracétamol que de l'aspirine quand on est sous traitement orthodontique. Comme je vous disais, l'injection directe de prostaglandine dans le sillon, on ne sait pas si ça va encore... On ne sait pas encore si cela peut accélérer le mouvement dentaire. Alors, que faire si les dents ne bougent pas? Alors, la lenteur de mouvement, ça peut être occasionné par la friction, trop peu de force, pas assez de force, une force intermittente, une force dont l'intensité se perd au fil du temps, etc., etc. Ah, vous voulez prendre une photo? Je vous en prie. Je connais le problème, donc je compatis. Je vous laisse un peu plus de temps, parce que le temps que je dégaine le portable, je sais qu'en général, le conférencier est passé à la suivante. Alors, comme dit, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a des dents qui se refusent à bouger? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le mouvement dentaire? Les dents ne savent pas ce que vous utilisez. Si vous utilisez un aligneur, si vous utilisez un bracket, le principe biologique sous-jacent, c'est le même. Il faut utiliser une force légère continue. Si vous appliquez une force trop importante, vous savez que c'est contre-productif. On a ici des études par Alicani, par Teixeira et par Edmund Koo, qui est un des résidents, un des professeurs à l'Université de New York. Ils ont mené des études sur des rongeurs et nous, on a fait un essai clinique dans lequel on a essayé de voir comment on pouvait accélérer le mouvement dentaire avec la théorie de la pression. Vous avez ici certaines des illustrations qui montrent la pression qui est exercée, le module de tension, etc. Alors, on sait que les médiateurs de l'inflammation jouent potentiellement un rôle important dans l'activation du remodelage dentaire. Ainsi que si on a un remodelage dentaire, on a ici la base du mouvement orthodontique. Les cytokines, les prostaglandines sont ces médiateurs de l'inflammation que l'on doit mettre de notre côté. Et c'est vrai que chez l'adulte, la dent bouge plus lentement que chez l'enfant, parce que chez l'enfant, il y a un remodelage qui est induit par la croissance, qui est naturel chez l'enfant. Raison pour laquelle, chez un enfant sous traitement orthodontique, en à peine quelques jours, on commence à voir des modifications. Les mêmes modifications prendront des semaines pour commencer à être perceptibles chez un adulte. Là, je passe rapidement. Combien il me reste de temps, s'il te plaît, Charlie? Allez, 5 minutes. Alors, est-ce que... Alors, tout le monde sait que les corticotomies peuvent effectivement contribuer à accélérer le mouvement dentaire. Mais ce n'est pas pour tous les patients, parce que c'est très douloureux et il faut que ça soit réalisé par un chirurgien oral, ça coûte cher. Et même si ça fonctionne, ça veut dire que le patient ne va pas pouvoir manger pendant plusieurs semaines. Donc quand même, ça limite bien la fonction. Raison pour laquelle on a mis au point la technique de la micro-perforation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de vis, d'une certaine manière.
Je vous remontre la diapo pour vous permettre de prendre une photo. Donc ça, c'est la première génération du dispositif. La dernière génération ressemble plus à une pièce à main motorisée dont on change l'embout. Bon, mais ça, c'était la première génération. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? L'entreprise qui l'a breveté, c'est l'entreprise Propel. Et nous, à l'Université de New York, on a un partenariat avec eux. Je sais qu'on a du coup un prix sur l'achat du dispositif en notre qualité de partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va de l'APEX à proximité de la crête osseuse et on va faire 3-4 petits trous. Et vous allez faire ça des deux côtés de la dent que vous voulez déplacer. Regardez par exemple, ici c'est un adulte chez lequel il manque une molaire. Ici, l'orthodontiste souhaite fermer l'espace. Alors on pourrait se dire, ben, mettez un implant, hein, ça sera plus rapide. Et non, le patient ne veut pas d'implant, donc il faut fermer l'espace. Donc on met des braquettes. On fait ces ostéoperforations et 4 mois plus tard, on a fermé cet espace, l'espace de la taille d'une molaire. Et pourtant, la molaire donc, qui était manquante a été une molaire qui était perdue depuis de très nombreuses années. C'était pas une alvéole d'extraction. Donc, en 4 mois, vous pouvez fermer un espace de la taille d'une molaire chez un adulte à la mandibule. Donc, ça fonctionne. C'est une méthode assez peu onéreuse qui va permettre d'accélérer le mouvement dentaire. Les conclusions. Donc les forces orthodontiques, il en faut. Elles vont induire des inflammations, donc la libération de cytokines, donc un remodelage osseux, donc un mouvement dentaire. Si on augmente l'inflammation en augmentant la libération des cytokines et par conséquent en augmentant le remodelage osseux, vous accélérez le mouvement dentaire. Donc ça, c'était le volet sur l'accélération des mouvements dentaires. Maintenant, qu'en est-il sur les logiciels de gestion? Alors, ma sœur est omnipraticienne. L'année dernière, elle a eu son ordinateur a eu un virus, un ransomware, et elle a perdu toutes ses données. Elle a dû fermer le cabinet pendant plusieurs jours pour essayer de résoudre la solution. Et puis, qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu un mail qui lui disait il va falloir payer 10 000 $ en bitcoin si vous voulez récupérer vos données. C'est ce qu'on appelle le ransomware, c'est-à-dire des emails qui ensuite vous demandent littéralement une rançon contre vos données qui sont gardées en otage. Elle a contacté des informaticiens. L'informaticien a dit vous savez, vous allez payer, mais vous n'avez aucune garantie qu'on va vous rendre vos données. Donc, vous perdez sur 2 plans, financier et données. Et puis, finalement, il y a une enquête qui a été menée. Le gars était à Brooklyn. Et là, on est tombé sur quelqu'un. Et le gars, il nous a dit, je vais essayer de vous retrouver vos données. Si je vous retrouve vos données, vous me devrez tant. Si j'y arrive pas, eh bien, vous me devrez rien. Et le gars a dit, je vais essayer. Et au bout de 2 jours, il avait récupéré 95% des données. Il y a facturé 2 000 €. Bref, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Dans une ville comme Tampa, en Floride, le mainframe, donc le principal ordinateur d'une entreprise, a été attaqué par un ransomware. Ils voulaient 5 millions de $, ils ont payé. Donc, au bout d'un moment, moi, j'en ai eu assez de faire la maintenance des serveurs, de payer 10 000 € pour les pare-feux, pour tout le système de sécurité. C'est compliqué à intégrer tous ces logiciels. Et ma dernière diapo, je l'ai faite sur mon iPhone dans l'avion avant de décoller. Et ensuite, j'ai pu intégrer ma diapo dans ma presse en direct parce que maintenant, je suis passée, moi, à une gestion des données sur le cloud. Et moi, vraiment, je trouve que le cloud, c'est super parce que vous allez pouvoir accéder à vos données de partout, à partir de n'importe quel dispositif. Je trouve que c'est vraiment un moyen de se libérer la tête d'un certain nombre de problèmes informatiques. Alors, au début, ça m'a coûté peut-être 9 000 $, la technologie. Après, c'est passé, ça a baissé de moitié.
Et comme vous savez, une solution sur le cloud, justement, n'est pas attachée à un cabinet. Donc, si vous avez plusieurs cabinets, vous ne payez de toute façon qu'une fois. Voilà mon bureau, ma clinique. Vous avez la salle d'attente. Vous avez une salle ici en open space, pour ainsi dire, avec 6 fauteuils. Donc, le futur, c'est maintenant. Et le futur, c'est aussi le cloud, je pense. Ensuite, autre nouveauté dont je voulais vous parler, c'était la chirurgie en 3D pilotée de manière digitale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait une planification chirurgicale virtuelle. On fait une numérisation, on envoie à des entreprises qui vont vous faire des suggestions quant à l'endroit où doit se trouver l'incision. Ils vont vraiment vous donner le tracé d'incision. Et évidemment, après, donc, vous gardez la main. Vous pouvez modifier le trait d'incision, vous pouvez modifier la quantité de mouvement, mais ils vont aussi vous faire la contention que vous allez ensuite mettre. Vous pouvez donc, ils vont s'occuper de tout l'aspect planification. Vous pouvez avoir donc une numérisation aussi bien des arcades, mais aussi de la totalité du crâne. Et donc, vous avez cette planification qui est toute faite en amont. Alors, ça coûte cher. C'est entre 2500 et 3000 $ par patient. Mais aux États-Unis, certaines assurances le paient. Si on a un patient qui est gêné dans son élocution ou qui a des problèmes fonctionnels, eh bien, dans ce cas-là, ce sont des cas qui sont de nature à permettre une indemnisation par les assurances santé aux États-Unis. Donc, quand il y a un vrai problème fonctionnel, vous allez avoir une prise en charge. Permettez-moi de faire un petit peu de pub pour mon ami Eduardo Rodriguez. Il a été un de mes étudiants. Il est venu à mes cours en chirurgie dento-maxillofaciale. Ensuite, quand il a continué ses études, d'abord, il a fait de la chirurgie faciale. Il a travaillé dans un hôpital militaire aux États-Unis parce qu'il s'est spécialisé dans les interventions sur les blessés de guerre. Donc, il a travaillé sur tout type de cas et il a traité beaucoup de soldats revenant de champs de bataille. Et il est vraiment extrêmement expérimenté dans le remodelage de la face. Et là, vous voyez ici, donc c'est un soldat qui a été largement, gravement brûlé, qui n'y voyait plus. Eh bien, il a prélevé le visage d'un donneur. Donc, c'est rien d'autre qu'une greffe de la face. Vous pouvez le googler et vous verrez quantité de cas, de publications. Et il parlera l'année prochaine à Marrakech, entre le 19 et le 21 mars 2020. C'est une réunion des anciens diplômés de l'Université de New York. Et vous y verrez quantité d'opérations ultra pointues qu'il a faites. Je crois qu'il a traité dans des cas sur champ de bataille jusqu'à 130 personnes en 2 jours. Donc, c'est nous aussi, donc en tant qu'orthodontiste, évidemment, on fait quantité de choses. On utilise toutes sortes de matériel, on scanne des dents, c'est vrai, on fait du remodelage osseux, on met des contations, mais c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sur un pied d'égalité avec ce genre de confrères qui, là, carrément redonnent un visage à ces soldats. Il me reste 1 minute, je crois. Il y a aux États-Unis le Smile Direct Club, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une tentative de rachat. Et c'est une entreprise aujourd'hui qui est une grosse entreprise
qui est valorisé à plusieurs millions de dollars, dont la part est à 23 dollars. Néanmoins, c'est une entreprise qui ne va pas forcément bien parce qu'ils font l'objet d'un certain nombre de procès par des patients, mais nous aussi, en notre qualité de représentant de la Société américaine des orthodontistes. Je travaille actuellement avec le représentant de l'EAO, et on essaie de faire en sorte qu'ils arrêtent certaines de leurs activités, notamment en les contraignant à mettre clairement sur leurs aligneurs qui vous livrent comme ça par la poste qu'il y a un risque à ne pas consulter un orthodontiste. Un petit peu de la même manière comme sur les paquets de cigarettes, on a obligé à mettre des photos et des mentions comme quoi fumer nuisait gravement à la santé. Et donc on est actuellement en litige avec eux. C'est vrai que ce Smile Direct Club, en fait, ils abusent quelque part les gens qui n'ont pas les moyens financiers d'aller voir un orthodontiste en leur faisant croire, en leur faisant miroiter d'avoir un traitement orthodontique à bas coût. Alors c'est vrai que quand on est pauvre, quand on ne sait pas trop ce que c'est l'orthodontie, on se dit « Ah, ben c'est beaucoup moins cher, je vais faire ça ». Qu'est-ce que c'est? C'est de l'abus de faiblesse. Et ils vendent ça aussi bien à des gens qui ont besoin d'un petit alignement purement esthétique et des gens qui ont aussi des béances. Et évidemment, bon, vous voyez bien ce que ça peut donner. Voici la première boutique qu'ils ont ouverte à Soho, à New York. J'ai pris la photo, puisque j'habite à New York. Je l'ai envoyée au conseil d'administration de l'EAO. Avant ça, il y a 5 ans, je leur avais déjà parlé à l'EAO. Je leur avais dit il faudrait faire quelque chose par rapport au Smile Direct Club. Et là, on m'a répondu à l'époque, il y a 5 ans, oh non, ils sont tout petits, ça il ne se passera rien. Grosse erreur, grosse erreur. Aujourd'hui, c'est un gorille de 800 kilos. Et ils sont tellement forts qu'on ne peut plus les battre. Ils sont ciblés par plein d'associations. Ils ont des procès de partout. Ils ont des procès aux fesses par je ne sais combien d'États. Mais alors, ils ont dû fermer certaines boutiques, mais de manière provisoire, parce que ils font des appels. Ils ont fait appel au niveau fédéral. Ils sont tellement forts qu'ils vont ils vont graisser la patte aux gens au Congrès pour ralentir les choses, pour que la législation change. Depuis 2 ans, rien ne se passe. Les choses sont bloquées parce que l'argent peut tout. Enfin, espérons-le. Nous arriverons, j'espère, à faire quelque chose au niveau de l'EAO. Alors, ils vous demandent dans les 1 800 $ et ils vous garantissent de vous rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Voilà leur procédure. Après, on a aussi la télédentisterie. Alors, la télédentisterie, c'est dans certains coins des États-Unis, vous avez mal aux dents, il va vous falloir parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour trouver un dentiste qui puisse vous soulager. Ça a commencé en Alaska, ce réseau ADA, la télédentisterie, parce que en Alaska, dans certains coins, vous n'avez pas de dentiste. Donc la télédentisterie, vous allez avoir donc le patient qui appelle le dentiste depuis Anchorage ou l'une de ces villes de l'Alaska, par exemple, en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, le dentiste va être à distance avec vous et va pouvoir donner un certain nombre de conseils. Alors, à l'époque, il y a eu une législation qui permettait la télédentisterie dans certaines zones rurales. Eh bien, le Smile Direct Club a utilisé cette législation à leur avantage en disant que ces patients-là, ces patients dans les zones rurales, ils ne peuvent pas avoir accès au traitement orthodontique, on va les aider. Et la loi a été formulée de manière finalement assez souple et a laissé une faille où ils se sont infiltrés.
Et c'est vrai qu'à New York, pour trouver un orthodontiste, vous sortez dans la rue, vous en avez à tous les coins de rue. C'est pas un problème. Par contre, dans des zones plus reculées, il y a eu besoin de faire cette télédentisterie, mais ça a permis aussi la montée du Smile Direct Club. Voici un des cas qui nous a été adressé par un collègue orthodontiste. Donc le patient avait terminé, entre guillemets, son traitement avec le Smile Direct Club. Alors, voilà le genre de résultat qu'on a eu. Vous savez que aux États-Unis, donc le Smile Direct Club vous dit voilà, ça coûte 1 800 $. Si vous n'êtes pas content, on vous rembourse, mais vous signez tel et tel papier, comme quoi vous vous engagez à ne pas nous faire de procès, vous vous engagez à ne pas faire de publications sur les réseaux, etc. Donc voici le patient. Et le patient en fin de traitement, il est sur le point de perdre 4 dents. Il nous a envoyé un dossier gros comme ça. Il a fallu qu'on embauche un cabinet d'avocats déjà pour lire la totalité des documents. Ça a coûté 3 000 $. Et ensuite, après un procès, après tout un tas de procédures, il a eu des excuses officielles de la part du Smile Direct Club. Mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Donc, à chaque fois que je parle aux États-Unis, j'ai tendance à parler de l'orthodontie fait maison, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on allait au magasin de bricolage, on va chez Leroy Merlin, on va acheter ses gouttières. Bon, ça peut pas fonctionner. Ici, vous avez le docteur Chad Gehani, qui est le président de l'ADA. C'est quelqu'un de très énergique et il fait son affaire personnelle que de lutter contre ce Smile Direct Club. Et j'ai quand même un certain espoir parce que il est vraiment déterminé. Désolée d'avoir un peu dépassé le temps qui m'était imparti.